Ils sont venus à l'émission Renouveau TV en disant, ah, le voilà, le fameux Niamsi, on va le coincer. Professeur Niamsi, il est cuit. Je les ai regardés. Ils étaient en train de courir dans un sac. Moi, j'avais la fermeture en main. J'ai ouvert le sac, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, j'ai fermé. Et ils se sont mis à courir de là. Je voyais mon frère Keita, le plus excité des deux. Non, mais là, il n'en pouvait plus. Il ne voulait même plus que je parle. Bon, ils sont venus avec un troisième piège. Oh, la CDAO était meilleure que tout. La CDAO, c'est le bon Dieu. L'AES, c'est l'enfer. On souffre. La crise énergétique, on souffre, etc. Oh, on est en train de nous taxer au Mali, etc. Ils sont venus avec ça. Je les attendais, courbon. J'étais assis là, comme ça, avec mon gourdin. J'ai dit, ambassade de mon pays natal, on dit, vous allez passer ici. Ah, qu'est-ce que vous dites? La CDAO, c'est la meilleure des choses possibles. Je dis, sur le plan économique, les échanges économiques internes à la CDAO ne représentaient que 5% des échanges internationaux de tous les pays de la CDAO. Quand la CDAO était 15 pays, il n'y a que 5% d'interactions internes. Vous racontez quoi? Deuxième point, l'AES n'a pas été créé pour mettre fin aux relations entre les peuples ouest-africains. Il peut y avoir des conventions entre les pays de la CDAO et ceux de l'AES et la vie va continuer. Troisième élément extrêmement important, c'est la CDAO qui a commencé à dévier. Les sanctions inhumaines, illégales, criminelles qui ont été prises contre le Mali ont provoqué des millions de victimes économiques, des millions de victimes sociales et au moins des centaines de milliers de personnes décédées. Il faut que cette affaire soit jugée au tribunal. Tous les dirigeants de la CDAO qui ont signé les sanctions illégales, criminelles, inhumaines contre le Mali, le Burkina et le Niger doivent être jugés et condamnés. Ce sont des crimes économiques, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, mes gars, ils étaient là maintenant, il faut défendre l'AES. Ah non, maintenant que l'AES a quitté la CDAO, tout ça là, bon, maintenant que les pays de l'AES ont quitté la CDAO, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Bon, ils sont 150. Le gouvernement du Mali est capable de maîtriser les conséquences collatérales de 150 pertes d'emplois. Mais les conséquences des sanctions inhumaines, criminelles, illégales de la CDAO, est-ce qu'elles sont comparables à 150 pertes d'emplois? Est-ce que c'est comparable? Il n'y a pas photo. Et je leur ai expliqué qu'il suffit d'appliquer la théorie des avantages comparatifs. Ils écarquillaient les yeux, mes contradicteurs. Je crois qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. La théorie des avantages comparatifs est l'un des principes de gouvernance. Un État regarde les avantages de la décision A par rapport à la décision B ou de la décision B par rapport à la décision A. Et un État a l'obligation, quand il est rationnellement conduit, de prendre la décision la plus avantageuse parce qu'il sera mieux à même d'en affronter les inconvénients. Entre rester sous le contrôle du néocolonialisme français, continuer à faire piller les richesses de l'Afrique de l'Ouest par les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, et entrer au contraire dans une dynamique de souveraineté, commencer à s'assumer soi-même, à gérer soi-même son budget, commencer à financer soi-même son processus électoral, à financer sa propre armée, à renforcer son armée. Qu'est-ce qu'un peuple doit choisir? Qui veut le miel doit accepter la piqûre des abeilles. Et la fiscalité dont on se plaint, on ne s'en plaindra avec légitimité que si ce qui est pris aux contribuables est escroqué, détourné et volé. Mais si ce qui est pris aux contribuables permet de donner au Mali l'autonomie énergétique à court terme, si ce qui est pris aux contribuables permet d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes enfants du Mali, améliorer les moyens de vie de l'armée qui défend le pays cette nuit, l'armée qui est alerte, l'armée qui est en sacrifice permanent pour que la paix, la prospérité, la sécurité des Maliennes et des Maliens soient assurées. Si c'est pour ça qu'on doit payer plus, c'est ça la vocation de la taxe. Or, on veut entretenir l'idée selon laquelle une taxe, c'est a priori quelque chose de mauvais. C'est mauvais quand ça n'améliore pas les conditions de vie des gens. C'est mauvais quand ça ne résout pas un problème. C'est mauvais quand les dirigeants volent l'argent des taxes pour aller le planquer dans les paradis fiscaux à l'étranger, pour le planquer en France, planquer cet argent en Suisse, planquer cet argent au Luxembourg, à Monaco, planquer cet argent au Moyen-Orient. Mais quand vous voyez le président Assimi Goïta, vous pensez qu'il n'a jamais eu de rhume, il n'a jamais eu de palu? Je connais des individus comme Alassane Draman Ouattara ou Paul Biya, le moindre éternuement, même si c'est déjà préparer l'avion, je dois aller à Genève tout de suite. Ils n'ont pas confiance dans les médecins de leur pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont des dictateurs et qu'en allant à l'hôpital dans leur pays, un médecin peut décider de libérer le pays en les euthanasiant. On appelle ça l'euthanasie, la mort donnée dans les conditions médicales.
Donc, ils ne vont jamais se soigner ici parce qu'ils n'ont pas construit de bons hôpitaux et parce qu'ils savent qu'ils sont méchants, les dictateurs africains. Mais le président Goïta, là, s'il a le rhume, il se soigne à Bamako. On a vu l'ancien Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, quand il a eu son accident vasculaire cérébral, il a été soigné où? C'est pas ici au Mali? N'est-il pas debout? Bon, les dirigeants qu'on a à la tête du Mali sont des gens dont le destin se joue dans leur pays. Ce qu'ils gagnent, ils l'utilisent ici. Ce qu'ils perdent, ils le perdent ici. Ce qu'ils font, ils en rendent compte ici, ils en rendront compte ici. C'est un avantage. On ne va pas faire d'une taxe un acte d'atteinte à la souveraineté. Il faut juger de l'usage de la taxe. Si l'usage de la taxe est le bien commun, pourquoi vous voulez diaboliser la taxe? Vous voulez qu'on aille encore voir la Banque mondiale? Sabari, Wari Banao, Sabari, il faut nous donner FMI, Banque africaine du développement. Ils veulent que le Mali continue dans cette politique de mendicité qui a caractérisé les États néocolonisés. Quand le Mali dit, mais on est capable de lever une taxe, on est capable de créer une réserve de 100 milliards qui nous permette de financer notre sortie de la fragilité énergétique. Si le Mali dit ça, ça dérange qui? S'il y a du courant au Mali, non pas du courant obtenu avec le carburant, mais le courant obtenu avec des barrages, le courant obtenu avec des centrales thermiques, avec des centrales nucléaires, à qui ça va profiter? Aux Maliens. Le coût de l'énergie va baisser, les prix des produits obtenus à travers l'utilisation de l'énergie, ces prix aussi vont baisser. Le Malien, la Malienne, qui retrouveront un coût d'énergie plus faible, pourront en réalité améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas sorcier. Quand la fiscalité a pour but l'amélioration de notre vie, mais nous devons nous serrer la ceinture et nous y adonner. Voilà. Ils sont venus avec une autre chose. Ah, vous, Frappé Nyamsiwa Cameroun, mais vous ne critiquez jamais la politique camerounaise. Il leur a dit, mais voilà, c'est ça le problème des Africains. Quand ils me voient dans l'un de leurs pays, ils pensent que c'est que de leur pays que je parle. Si je vais au Sénégal, pourquoi vous parlez tout le temps du Sénégal? Wow, pourquoi vous parlez tout le temps du Sénégal? Vous ne parlez jamais du Cameroun. Combien de Sénégalais s'intéressent à ce que je dis sur le Cameroun? Je viens au Mali. Ah, mais contradicteur. Ah oui, pourquoi vous ne vous occupez pas de votre vieux président Momi là? Moribond, Paul Biya. Mais moi, j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. Des centaines de conférences. Je suis un opposant reconnu. Même Paul Biya me connaît. Comme opposant. Et je n'ai jamais composé avec lui. Je n'ai jamais été son ministre. Et comme ils étaient là, ah ouais, mais votre pays, je dis, hey, celui à qui vous parlez là, c'est sans doute le futur président de la République du Cameroun. Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est un crime. Il y a des gens aussi qui sont sortis sur les réseaux. Ah, il a osé dire ça. Mais j'ai le droit d'être président de la République du Cameroun ou bien je n'ai pas le droit. Je suis Camerounais de naissance, de père et de mère. Oui ou non? Qu'est-ce que Paul Biya a de plus que moi? En termes de droit ou de capacité? Qu'est-ce que toute personne là qui dit ah, j'ai le droit d'être président? Tout Camerounais qui est Camerounais a le droit d'aspirer. Et puis, moi, j'ai des idées intéressantes pour le Cameroun, mais il n'y a pas d'élection encore dans mon pays. Ce sont des mascarades. Depuis 1957-58, ce sont des mascarades électorales. Quand il y aura des élections dans mon pays natal, le Cameroun, je vais aller gagner. Mes frères et sœurs maliens vont applaudir. Mes frères et sœurs ivoiriens, tous les Africains qui me connaissent, quand moi je vais rentrer au Cameroun, c'est pour gagner. Quand la révolution panafricaine va gagner au Cameroun, vous allez me voir chez moi. Je n'ai même pas encore écrit un livre sur le Mali. Ils se plaignent. Ah, tu parles toujours. Sur le Cameroun, j'ai écrit 5. Alors, aidez-nous. Nous qui venons d'Afrique centrale, vous, nos frères d'Afrique de l'Ouest, aidez-nous aussi à combattre. Aidez-nous à combattre les dictatures d'Afrique centrale. Mêlez-vous des affaires d'Afrique centrale. Parlez. Aidez-nous à dénoncer Paul Biya, à dénoncer les impostures au Congo, au Gabon. Dénoncez, aidez-nous. Je ne serai jamais contre vous pour ça. Au contraire, je le prendrai comme un acte de solidarité. Je ne suis pas de ceux qui critiquent la dictature chez les autres et qui laissent la dictature là où ils sont nés. Jamais. Et ça m'en coûte beaucoup. Parce que je n'ai pas la possibilité d'aller vivre pour le moment dans mon pays natal, M. Biya ayant refusé de renouveler mes papiers camerounais, malgré mes demandes incessantes. Donc, je suis partisan d'une révolution populaire camerounaise qui permettra à la totalité du peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants. Quand cette révolution populaire aura lieu,
moi, Nyamsi ou Cameroun ou Africa, je rentrerai dans mon pays natal. Et j'ai de fortes chances d'être élu président de la République du Cameroun. Écrivez ça. J'aime ce mot de Platon qui dit que les cités seront justes lorsque ceux qui vont gouverner n'auront pas envie de gouverner. Je ne suis pas habité par une envie particulière du pouvoir politique. Je suis quelqu'un qui aime la beauté, la vérité, la justice, quelqu'un qui aime la pensée, quelqu'un qui aime méditer sur les merveilles de l'amour de la vie. Je suis quelqu'un de très détaché, en fait, de tout ce que vous me connaissez comme quelqu'un qui argumente, vous me connaissez comme quelqu'un qui combat politiquement, comme quelqu'un qui est engagé. Mais il y a un Franklin Nyamsi que vous devinez peut-être à travers mon ironie et mon humour. Je me moque beaucoup de moi-même pour garder la tête sur les épaules, pour rester humble et ne pas oublier que je ne suis qu'une poussière. Je ne suis qu'un mortel. Et quelles que soient les fonctions que l'on m'a attribuées sur cette terre, je ne les ai jamais considérées comme absolues. Je ne considère aucun poste qu'on peut me donner, aucune responsabilité qu'on peut me donner comme le but ultime de ma vie. Je sais que le sens de la vie transcende tout ce que l'homme peut avoir sur cette terre. Il faut s'efforcer de marcher et de ressembler à son Créateur de toutes ses forces, malgré nos péchés, malgré nos insuffisances. Il faut marcher dans la voie de celui qui t'a accordé le souffle de vie. Ça, c'est le fond de ma pensée. Donc, je peux tout à fait avoir une vie très heureuse sans même être président de quoi que ce soit, de la République, de quoi que ce soit. Mais en même temps, si le devoir vous appelle à servir votre collectivité, votre communauté, votre peuple, dans des circonstances spéciales, vous n'avez pas le choix de vous débiner. Et quand les gens pensent que c'est impossible, eh bien, ils excitent précisément ma conscience de mes devoirs. Donc, mes deux contradicteurs de Renouveau TV, ils ont voulu aller là-bas, mais je leur ai démontré qu'en politique camerounaise, ils sont analphabètes. Mais voilà des Africains, au lieu de nous aider à critiquer nos dictateurs, comme nous les aidons à critiquer les leurs, ils viennent seulement nous reprocher de ne pas faire ce qu'ils ne savent même pas que nous faisons. Je les ai mis tous en demeure. Qui a lu un de mes livres? L'un de mes contradicteurs a ouvert son téléphone sur Internet pour aller chercher le titre d'un livre qu'il prétendait avoir lu. On appelle ça un doctus cum libro. Les gens qui préparent une émission avec un invité dont ils connaissent le nom, ils ne prennent même pas la peine de prendre ne serait-ce que 2 petites heures de temps pour faire le tour du personnage et s'intéresser à la réalité de ce qu'il fait. Rien. Ils viennent comme ça et on les prend l'un après l'autre. Qui a lu un de mes livres ici? Tout le monde comptait les carreaux du plafond. Pas moi, pas moi, pas moi. Je dis, hein? Donc vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous critiquez quelqu'un. Vous n'avez même pas étudié l'homme que vous voulez ausculter. On peut faire ça. Ça, c'est de la légèreté intellectuelle, les gars. Et puis, il y a un qui est allé sur Google. Il a tapé, il dit, ah, j'ai trouvé un nouveau livre. Il tape comme ça. Et puis, il critique de la tragédie camerounaise. Il lit sur son téléphone. La caméra n'était pas sur lui. Je l'ai trahi tout de suite. Je dis, hey, il est là. Il est en train de regarder Internet pour répondre. On appelle ça doctus cum libro, docteur avec le livre. C'est-à-dire, il ne sait rien. Il n'a pas travaillé. Il venait là pour incanter, il venait là pour faire dans l'effet de manche, il venait faire du bruit. Chez nous, à Douala, on appelle ça les bruitiers. J'avais affaire à des bruitiers. Bon, enfin, il y a un autre qui était là. Il dit qu'il n'aime pas les panafricanistes parce que les panafricanistes sont accrochés au passé. Moi, je raconte la naissance de la République néocoloniale du Cameroun au personnage qui ne la connaît pas du tout. Il me dit, ah, ça, c'est de la préhistoire. Depuis quand quelqu'un qui a une formation élémentaire en histoire peut dire que 1955, la date de lancement de la grande répression de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais, il dit que parler de 1955, c'est parler de la préhistoire. Mon frère Keita, qui était là, celui qui n'avait pas de chapeau sur sa tête, c'est ce qu'il a dit. 1955, c'est la préhistoire, du jamais vu. Est-ce que les gens savent que la préhistoire, dans la datation occidentale, c'est une période qui précède l'Antiquité. C'est avant l'Antiquité. C'est loin avant l'Antiquité. La préhistoire, c'est il y a 10 000 ans. Hein. Il y a 10 000 ans au moins. Hein. Mais ce monsieur Keita dit que le fait que j'explique l'origine néocoloniale de la République du Cameroun, c'est de la préhistoire. Est-ce que vous trouvez sérieux que de telles personnes soient envoyées devant moi? J'ai presque eu envie de dire à M. Sidibé, mais Sidibé, je pensais que tu me respectais quand même. Il faut m'envoyer des gens qui connaissent au moins les grandes périodes de l'histoire. Il dit que 1955, c'est la préhistoire. Préhistoire. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école?
On compte l'histoire à partir de la période dite de l'Antiquité. L'Antiquité. C'est-à-dire, en réalité, avant l'an 0, l'an 1, l'Antiquité. L'an 0, l'an 1, après Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'Antiquité, la période d'avant. Mais la préhistoire, là, c'est la période qui est avant l'Antiquité. Et quelqu'un, il est assis en 2025 dans un studio, dans notre belle terre africaine du Mali. Il dit que si vous évoquez un événement de 1955, c'est que vous évoquez de la préhistoire. Vous voyez, c'est très dangereux. On a de plus en plus sur les plateaux de télévision des gens qui braillent pour cacher leur inculture. Ça fait peur. C'est effrayant. J'ai été effrayé. Il a dit que c'était la préhistoire. Il me dit, vous ne parlez pas du Cameroun. Je veux lui parler du Cameroun. Il dit, non, 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 ne nous parlez pas de tout ça là, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez, c'est les gens qui étaient juste venus jouer un jeu de rôle, mais qui n'avaient pas, en réalité, une maîtrise substantielle du dossier politique africain. Je suis désolé. Bon, j'ai accepté le jeu. De toute façon, ce sont mes frères africains. Et je pense que tous ont reconnu que je leur ai appris quelque chose. Même ceux qui faisaient semblant, ah bon, le grand jury le condamne, condamnez-le. Ah non, c'est un grand intellectuel. Ah, donc, il sait, mais je crois qu'il ne sait pas. Comment je peux être grand intellectuel et puis toi, tu me bats au débat? Si je suis un très grand intellectuel, comme le disait l'un des deux, la conséquence, c'est qu'il ne peut pas me battre au débat. Parce que je suis intellectuellement plus fort que lui. Quand tu peux battre un grand intellectuel, comment au débat? Si tu reconnais qu'il est grand. S'il est grand, ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Ou bien c'est faux. Donc, j'étais très amusé que, bon, les gens ne prennent pas la peine de connaître à qui ils ont affaire. Ils s'amènent comme ça. Et c'est sur le terrain qu'ils se prennent des uppercuts, des balayettes, des tacles, des faux. Mais comment? Vraiment, franchement, à aucun moment, je me suis senti désarçonné par ces gens parce qu'ils n'ont pas travaillé le dossier. Ils n'ont pas travaillé le dossier. Le dossier Franklin Yamsi, ils n'ont pas travaillé. Et leur tentative de sauver le néocolonialisme français, de sauver la CEDEAO, de sauver Alassane Draman Ouattara, le satrape, leur tentative de sauver les anciens régimes que les Africains vomissent partout, leur tentative était piteuse. Ce n'étaient pas les meilleurs représentants du néocolonialisme. Je dois l'avouer. Allez donc regarder cette émission si vous voulez vous détendre. Vous voyez comment, quand on envoie les agents du néocolonialisme sur un plateau de télévision, un panafricaniste les prend et les entraîne à la danse du feu. Je les ai entraînés à la danse du feu. Mais à la fin, ce qu'ils ont quand même pu voir, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan intellectuel qu'on doit entrer dans une animosité personnelle. Ces frères-là, Keïta ou l'autre qui était là, je n'ai personnellement, franchement, rien contre eux. Au départ, ils voulaient essayer de faire des attaques ad hominem en espérant que j'allais m'énerver. Non, je sais quand je viens à une émission avec des gens que moi j'ai étudiés parce que je les ai googlisés avant de venir. Je savais à qui j'avais affaire, moi. Je connaissais leur manière. Moi, je savais, donc je savais comment ils allaient jouer. Je dis, je suis venu avec un sac. J'ai ouvert le sac et je tenais la fermeture. J'ai ouvert comme ça. Ils sont entrés. Quand ils sont entrés, j'ai fermé. Et puis je me suis mis à secouer le sac comme ça. Je les entendais. C'est moi qui avais la fermeture. Quand l'émission est terminée, j'ai ouvert le sac. J'ai dit, rentrez à la maison. Vous pouvez rentrer à la maison, mes frères. Donc, j'ai dit à mon ami, mon jeune frère Sidibé, que je peux venir à Renouveau TV tous les jours. Il peut m'inviter tous les jours. Il peut m'inviter à jury tous les jours. Et puis, les gens qui défendent ce genre de thèse-là, jamais ils me battront au débat.